Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire qui reçoit pour vous le professeur Clémentine Faïk Zouji, l'une des pionnières de la littérature congolaise, une sommité dans le monde culturel et universitaire au Congo et dans le monde. C'est avec elle que je vais m'entretenir autour de la littérature et de la culture. Découvrez mon invité à travers cet élément. Née à Tchofa, dans la province du Kassai oriental, Clémentine Faïk Nzouji est philologue, ethnolinguiste, symbologiste, spécialiste de culture fondamentale et des arts sacrés d'Afrique noire. Docteur d'État en lettres et sciences humaines de l'Université de Paris 3 en 1983, elle est professeure émérite de l'Université catholique de Louvain en Belgique où elle a enseigné la linguistique, les littératures orales et les traditions d'Afrique. Durant sa carrière, elle a également été invitée dans de nombreuses institutions universitaires européennes et africaines. Première poétesse congolaise, très jeune et entourée d'un groupe de jeunes artistes et écrivains, Clémentine Faïk Nzouji fonde en 1964 à Kinshasa la Pléiade du Congo, premier cercle littéraire du Congo. En 1969, elle remporte le premier prix de poésie et le deuxième prix de proverbe au concours littéraire Léopold Sédar Senghor. Pour poursuivre librement ses recherches, elle fonde en 1986 avec quelques chercheurs africains isolés le Centre de langue et des traditions d'Afrique qu'elle dirigera de 1986 à 2016. Ses travaux sur les cultures fondamentales africaines, notamment en symbologie, art sacré, spiritualité, paroles fondatrices d'Afrique noire, ont apporté un nouvel éclairage sur les matières culturelles et sociales africaines. Ils ouvrent de perspectives nouvelles pour la recherche et font autorité dans les institutions universitaires au niveau international. L'œuvre d'écrivaine de Clémentine Faïk Nzouji, poèmes, nouvelles, témoignages, romans, a été récompensée de plusieurs prix. Parmi ses œuvres majeures, on peut retenir entre autres Symbole graphique en Afrique noire, 1992, La puissance du sacré, l'homme, la nature et l'art en Afrique noire, plusieurs fois réédité et traduit en allemand, 1993. Tu le leur diras, le récit véridique d'une famille congolaise plongée au cœur de l'histoire de son pays, 2005. Sources et ressources, panorama des cultures fondamentales de la RDC, 2013. Si le Congo m'était compté, 2020, graphisme porteur des sens 2021, ainsi que de nombreux articles et contributions dans des revues scientifiques. Chers téléspectateurs, comme indiqué, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous le professeur Clémentine Faïk Nzouji, l'une des pionniers de la littérature congolaise, une dame qui a voué sa vie à l'écriture et à la recherche, et une sommité du monde culturel et universitaire au Congo et dans le monde. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Belles Lettres. Merci de m'inviter. Nous sommes à la fois honorés et nous sommes aussi dans la joie de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres. Et d'emblée, nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. La première question qui me vient à la tête, c'est celle-ci. Notre émission s'intitule Belles Lettres. Qu'est-ce qu'évoque en vous cette expression, Belles Lettres? Bien. Écoutez, vous me renvoyez dans ma jeunesse, parce que ce mot-là, je les entendais plus quand j'étais jeune, adolescente, jeune adulte. À l'époque où j'écrivais, je faisais la poésie. Et voilà, c'est dans la première partie de ma vie. Mais il reste quand même des traces, parce que je continue à écrire, mais plus comme objectif principal. Alors, Belles Lettres, ça me renvoie plus aux auteurs que j'ai étudiés quand j'étais jeune, les Voltaire, les Ronsard, tous ces auteurs-là. Pour moi, c'est l'image mentale qu'évoque ce mot « belles lettres ».
Mais maintenant, on peut élargir ça de manière générale, puisque le temps est à la mondialisation. Donc, je pense que belles lettres, c'est tout ce qui nous permet de nous exprimer avec beaucoup de poésie, beaucoup de sentiments, et surtout pour créer la beauté de l'oreille, la beauté qui fait apprécier les belles paroles, que nous appelons belles lettres, mais aussi la beauté tout court, la beauté tout court, parce que ça suscite notre imaginaire et nous permet de nous évader en période de tristesse ou de certains sentiments négatifs. Entre les concepts de beauté et de vérité, quel est celui qui convient le mieux à la littérature? Oh, je pense que les deux, parce que la littérature n'est pas réservée à un sentiment particulier. La tristesse fait écrire quelque chose de triste, la joie fait écrire quelque chose. Donc, ce sentiment on ne peut pas dire que l'écriture est réservée à une seule sorte de sentiment. C'est comme ça que je vois. On peut être dans une grande joie et écrire des choses magnifiques, comme on peut être dans une grande tristesse, écrire des choses magnifiques. D'ailleurs, les belles poésies qui nous sont arrivées jusqu'à nous, c'est de la poésie triste. C'est comme ça, c'est écrit avec un tel sentiment de tristesse qu'on arrive à atteindre la tristesse collective, c'est-à-dire celle qui touche le cosmos, dans lequel chacun se sent rejoint dans sa propre tristesse. Donc, tous les sentiments sont magnifiques pour l'écriture. Est-ce que tout texte littéraire doit viser la beauté, rien que la beauté, ou au-delà de la beauté, elle peut viser aussi la vérité? Mais ça dépend, hein, parce que beauté et vérité, personne n'essaie d'écrire ça, n'essaie d'expliquer. Parce que beauté, ça peut être beau pour vous et pas pour moi. Donc c'est relatif. Et la vérité, je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas une vérité absolue. Chacun a une part de cette vérité qui est générale, qui appartient à tout le monde. Donc, on ne peut pas opposer ou dire on vise la vérité ou on vise la beauté. Parce que pour moi, quelqu'un qui écrit, hein, pour moi, ne dit pas ce qu'il vise, il dit ce qu'il ressent. C'est l'impression que j'ai. Moi, je ne vise jamais rien, je ne sens rien. C'est moi qui sens quelque chose que j'ai envie de mettre en dehors de moi. Et que dire de la littérature engagée? Oui, c'est un acte conscient, volontaire, une décision d'écrire un texte pour toucher un certain public, hein, et pour faire réagir ce public-là. Hein, littérature engagée, ça peut être politique, ça peut être polémique, mais ça existe, hein, ça existe. Mais moi, je pense que un domaine comme le domaine littéraire, sa fonction qui devrait être première chez moi, c'est l'expression de ce qu'on ressent, tout court, sans savoir si c'est la tristesse ou la joie ou la beauté ou quoi, parce que chacun a ses sentiments, a son moment de souffrance, comme il a ses moments de joie. Hein. Donc, ça, c'est un domaine où on doit être tout à fait libre. C'est ma manière de voir. Okay. Est-ce que vous vous souvenez dans votre parcours d'une personne, d'un professeur, d'un ouvrage, d'un écrivain qui vous a fait aimer l'écriture, la littérature, la beauté de mots? Oui.
Pour ça, je suis trop vieille pour vous dire qui m'a inspiré. Le temps a passé, mais je peux vous dire que mes premiers maîtres, ou non, disons, mes premières inspirations viennent plus de la poésie traditionnelle dans nos langues. Quand j'entends chanter le kassala, quand j'entends chanter des mélopées, j'étais toute petite et ça me remuait profondément. Et je ne peux pas dire que c'est à l'école, parce que les autres, je les ai appris à l'école. Mais c'est avant d'aller à l'école que j'ai été remuée par la poésie traditionnelle. Voilà. Donc, ce qu'on a appelé littérature orale. Oui. En fait, on fait la littérature avec le mot. Est-ce que les mots sont limpides? Est-ce qu'ils disent ce qu'ils nous présentent, les mots? Ne cachent-ils pas autre chose des mots? Vous posez la question à une linguiste. Alors, je vous réponds comme linguiste. Oui. Parce que le mot, il n'existe aucun mot dans aucune langue qui n'ait qu'un seul sens. Tous les mots sont polysémiques. Tous. Tous, hein. Parce que si vous les utilisez de manière concrète, il signifie livre, par exemple. Mais si vous les utilisez dans le sens figuré, ça veut dire autre chose. Hein? Et puis, on peut ajouter des connotations individuelles, personnelles, à un mot pour élargir son sens. Donc, les mots sont des choses qui peuvent être utilisées pour expliquer même des choses différentes. Hein, vous voyez? Et alors, en ce moment-là, c'est leur sémantisme qui devient l'élément important par rapport au message que nous, on voudrait énoncer, qu'on voudrait faire. C'est-à-dire leur sens et le champ conceptuel, hein, le champ sémantique que ce message recouvre, que ce mot-là recouvre. Oui. Mais en tant que quelqu'un qui écrit, vous croyez que on pense à toutes ces choses-là? On ne pense pas, hein? On écrit. Et oui, ce sont les autres, on les appelle d'ailleurs des critiques littéraires, c'est-à-dire des gens qui étudient des œuvres écrites par d'autres personnes. Mais la personne qui écrit sort d'elle ce qu'elle ressent, mais on ne s'arrête pas au pourquoi des choses et comment. Je ne pense pas. Hein. Est-ce que tout texte littéraire doit être décodé pour être compris, pour être savouré? Non, il y a des gens qui écrivent de manière toute simple, hein, qui se font comprendre tout de suite. Comme Zamenga? Oui, Zamenga écrit une littérature qui est classée dans ce qu'on appelle littérature populaire. Oui. C'est-à-dire, il touche beaucoup de gens et chacun se reconnaît dans cette littérature-là. Le mot populaire, c'est peuple, hein, une grande partie des gens. Et d'autres, ils font de la littérature savante pour toucher une catégorie de gens. Je crois qu'il y a plusieurs sortes de littérature, mais je reviens toujours à ce que je disais, que c'est le critique littéraire qui va classer les gens. Celui qui écrit ne se classe pas, je crois. Bon, je parle de mon cas, je ne me classe nulle part. Hein. Franchement, je ne vois pas dans quelle classe on peut me mettre dans mes écrits. Mais on me met quand même dans une classe, dans une catégorie. Mais ça ne dérange pas. Hein, Vous avez déjà donné une partie des réponses à la question que je vais vous poser maintenant. Mais j'aimerais quand même la poser. Selon vous, la littérature a pour rôle de décrire le monde, de le comprendre ou de le changer. Sinon, quelle est votre conception de la littérature? Mais la littérature a pour fonction de décrire le monde, oui, de le changer. Oui. Et l'autre aspect, c'est quoi?
l'autre fonction? De le comprendre. De le comprendre. Donc, je dis oui. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est le rôle de la littérature, sauf qu'une même personne ne peut pas écrire 5 genres différents, enfin, 5 styles différents. Bon, il va dire ça, moi je reste dans la poésie, ou bien je reste dans la littérature, comment on dit, pour faire changer la société, ou l'autre va dire pour m'exprimer. Oui. Moi, je n'ai jamais pensé à changer la société. Oui, vous voyez. Okay. Vous êtes l'auteur de « Si le Congo m'était compté ». Un livre qui mêle étroitement les récits d'une vie, d'une famille, d'un pays et leur inscription dans l'histoire. Et un récit dans lequel vous vous présentez davantage comme un témoin que comme le personnage principal de l'œuvre. Quelles sont les motivations qui ont été à la base de l'écriture de ce livre-là? Ce livre en particulier, Si le Congo m'était compté, c'est un livre qui a une histoire très simple. Il y a une de mes petites filles qui me demandait, quand j'allais chez ma fille, elle me demandait toujours « Kakou, raconte-nous ton enfance ». Et puis, moi, je l'ai distrayée comme ça. Et puis, elle insistait au fur et à mesure qu'elle grandissait. Elle s'appelle Mathilde. Alors, un jour, elle avait, je crois, 18 ans déjà, ou non, 16 ans. Oui. Un jour, je reçois un mail dans lequel elle écrit « Kakou, raconte-nous ton enfance. Est-ce que tu jouais dans la rue? Est-ce que tu voyais tes parents ?» Une série de questions. Est-ce que tu voyais, vous jouez dans la neige, imaginez, au Congo dans la neige. Donc, elle posait des questions de son temps et du lieu où elle habitait. Oui. Alors, ce jour-là, je me suis dit, non, ma petite fille souffre, veut avoir des réponses. Et moi, je ne veux pas rater cette occasion. C'est comme ça que j'ai décidé. Parce que je disais, la raison que je lui donnais, je dis, mais moi je ne sais pas raconter comme ma maman me racontait, puisque tu leur diras, mon autre livre, ce sont mes parents qui m'ont raconté leur histoire. Mais ici, c'est moi qui devais raconter la mienne. Alors j'ai dit, je ne saurais pas raconter comme ma maman m'a raconté leur histoire. Et puis j'ai téléphoné à mes frères et sœurs qui habitent au Canada, un peu partout, en disant, voilà, Mathilde me demande de leur raconter mon enfance, qui est notre enfance avec nos frères et sœurs. Alors, tout le monde m'a dit, mais oui, c'est bien, on va t'inspirer, parce que c'est notre enfance à nous tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé avec mes frères et sœurs, je leur posais des questions parce que je commence un peu avant ma naissance, évidemment. Oui. Et ce sont des séquences aussi qui reviennent après. Et mes aînés me racontaient. C'est un livre collectif, finalement. Un livre familial collectif. Parce que chacun a mis son mot. Surtout les aînés. Et même celle qui me suit, puisqu'il y a 2 années de différence, elle se rappelait, c'est avec elle qu'on se battait, on partageait la chambre et tout, on raconte tout ça comme des enfants. Et puis, à un certain moment, je suis arrivée à un âge où on commence à réfléchir. Parce que dans l'enfance, je jouais dans l'herbe, comme j'écris, hein, je me roulais dans l'herbe, je comptais les étoiles, on jouait le soir et tout ça, les enfants. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai commencé à comprendre les choses de la vie. J'allais à l'école avec mes aînés et en comprenant les choses de la vie, j'ai commencé à voir qu'il y avait 3 classes sociales. Oui. Oui. Et il y avait ceux qu'on appelait, enfin les blancs de la colonie, et puis les évolués, et puis
les indigènes. J'ai fait exprès de garder ce vocabulaire-là. Parce que c'est à cet âge-là, j'ai gardé la manière de désigner les gens de l'âge que je donnais dans mon livre, l'âge que j'avais. Oui. C'est comme ça qu'on désignait les gens à cette époque-là. Et en même temps, c'était aussi une occasion pour moi d'expliquer ces classes sociales à mes petits-enfants. Parce qu'ils n'ont aucune idée. Et puis dire indigène tout court, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas des mots qu'on utilise aujourd'hui. Et puis même la classe sociale à laquelle appartenaient mes parents, bon, ce sont des choses qu'ils ignoraient. Alors, en expliquant ça, j'expliquais, c'était toujours mon enfance et l'enfance de mes frères et sœurs qui étaient nés à cette époque-là. Donc, je me suis aperçue qu'avec cette position centrale, on n'était pas avec les Blancs vraiment, vraiment, mais on n'était pas avec les Noirs vraiment, vraiment non plus. On était là, au milieu. Au milieu. Oui, on était au milieu. Et je rappelle certaines petites phrases que les Belges de la colonie disaient, par exemple, de cette classe sociale-là. Ah, ces gens-là, ils sont trop bien pour être avec les autres Noirs, mais on ne va quand même pas les mettre avec nous. Vous voyez des aberrations pareilles. Donc ça, j'ai raconté aux enfants, mais de manière toute simple, comme une grand-mère Louba raconte à ses petits-enfants la vie de cette époque-là. Et en racontant, par exemple, le fait qu'il y avait une ségrégation, je rapporte les faits. Oui. C'est comme ça, c'est sans aucun jugement de valeur, sans rien. Bon, et en disant, par exemple, que nous, nos parents avaient le droit de nous mettre dans l'école des Blancs. Mais ils ont préféré nous laisser à l'école d'autres enfants noirs. Oui. Parce qu'ils avaient un but, ils voulaient qu'on connaisse notre langue, le Tchoulouba, oui. Mais aussi les coutumes. Comme ils avaient tellement voyagé, on n'avait aucune coutume, on n'était rien, quoi. Oui, donc en restant... et ils ont choisi aussi de rester là, dans le quartier, là où vivaient les autres Noirs. Ils ne sont pas allés habiter avec les Blancs dans leur quartier. Comme ça, nos oncles et nos tantes et nos cousins et nos cousines, nous vivions ensemble et on se connaissait. Lorsqu'on lit ce livre, on constate qu'il a de relents autobiographiques. Quelqu'un a dit qu'écrire son autobiographie, c'est survivre à son passé. Est-ce aussi ce que vous avez poursuivi en écrivant ce livre? Survivre à votre passé? Pas du tout. Je répondais aux questions de ma petite fille, franchement. Il n'y a pas de motivation cachée? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, si un jour... non, pour survivre, j'ai déjà des choses que je pense pouvoir survivre mieux que ce récit de l'enfance. Hein. Oui. Je me suis arrêtée à mon adolescence. Je trouve que mes travaux sur les cultures traditionnelles vont peut-être me survivre, parce que là, c'est des travaux scientifiques bien réfléchis qui innovent quand même beaucoup de choses dans ces cultures, à la fois au niveau de leurs connaissances, mais aussi au niveau de leurs études. C'est des éléments qu'il faut étudier comme n'importe quelle matière qu'on enseigne dans les écoles. Nous allons en arriver là, mais avant cela, vous dites dans votre livre, si le Congo m'était compté, que vous avez assisté, bien que très jeune, dans votre maison à Bakwanga, à la préparation de l'avènement de l'indépendance du Congo. Oui. Vous avez, par ricochet, sans doute été témoin de l'espérance qu'avait suscité cet événement-là, l'indépendance du Congo. 61 ans après, que pouvez-vous dire à propos de cette indépendance-là? Est-ce qu'elle a apporté des bonnes choses aux Congolais? Elle a su combler les attentes du peuple congolais?
qui vivaient sous la domination belge? Oui, moi je pense que l'indépendance n'a apporté que du bien. Que du bien. Que du bien. Parce que moi... C'est pas évident? Non, c'est pas évident et c'est normal. Oui. Hein, vous m'avez présenté comme universitaire, j'ai quand même un peu de culture générale. Oui. Donc je connais un peu l'histoire de l'Occident. Oui. Aucun pays occidental étant soumis à la domination d'un autre, 60 ans après, n'a fait rien d'autre de plus que le Congo est. Hein? Vous voyez, c'est parce qu'on vit comme si on était en vase clos, Oui. et avec des croyances au miracle du genre, on bat une baguette magique. Oh, il y a un pommier qui sort dans le désert. Ce n'est pas juste. Il faut apprendre aux élèves que l'histoire d'un pays se construit sur des siècles. C'est ça la vraie vérité. Oui. Hein? Sur des siècles, parce qu'il y a des va-et-vient. Et puis, l'histoire de l'Afrique, même pas de notre pays seulement, n'oubliez pas que ce qui est tragique dans l'histoire de l'Afrique, on parle de l'esclavage, de toutes sortes de choses. Moi, je dis non, c'est la rupture dans la chaîne de transmission. C'est la rupture dans l'évolution d'un peuple. Tout peuple, c'est comme un enfant, c'est comme la biologie. Oui. Un enfant, ben, la gestation c'est 9 mois, hein? Oui. Et puis après, il va à 4 pattes, et puis il se tient debout en tâtonnant, et puis il se met droit, et puis il commence. Et ce qu'il poursuit, c'est là, c'est à 1 kilomètre, c'est pas devant lui. Et il doit marcher pour arriver à ça. Et l'histoire d'un pays, c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire, quand il y a eu cette rupture, la plus grande rupture qui a coupé justement les gens de leur tradition, c'était comme une greffe. J'utilise toujours ce mot, même quand j'enseignais, je disais une greffe culturelle, linguistique, mentale, psychologique, dans tous les domaines. Qu'est-ce que j'entends par là? La greffe, c'est-à-dire, c'est un terme médical. Médical, hein? oui, je connais. Vous perdez votre doigt par accident, il tombe. Oui. On ramasse vite, on remet, et il y a 2 possibilités, rien que 2. Soit la greffe prend, soit la greffe rate, on vous enlève votre doigt. Et pour le pays, c'est comme ça. Hein? Il y a eu cette grande rupture dont personne ne peut mesurer la gravité. Hein? Un peuple qui marche, qui avance. Et puis du coup, tout s'arrête, on lui dit de vivre l'histoire d'un autre peuple dont il ne partage ni l'histoire, ni le passé, ni les ancêtres. Culture, oui. Et il doit réussir ça, dans les brimades et tout. Hein? Ouais. Parce que justement, le fait qu'il vit avec une greffe qui ne prend pas, quand ça ne prend pas, il est l'imbécile. Donc on va encore dire qu'il n'est pas intelligent parce qu'il ne fait pas comme nous. Hein? Non, c'est une histoire tragique, vous savez, il faut le crier fort que la rupture dans l'évolution d'un peuple, c'est comme si on tuait ce peuple-là. Hein? Et c'est à tous les niveaux. Il y a le niveau psychologique. C'est pour cela que je dis toujours qu'on devrait créer comme discipline une psychologie particulière aux Noirs, aux Africains. Une psychologie particulière. Parce que la psychologie d'un peuple, c'est quelque chose qui se construit à partir de sa culture. Mais ici, le peuple congolais construit sa psychologie à partir de quelle culture? Hein? Une culture traditionnelle. Non, sur aucune. Parce que les études, l'école, tout ça, vous n'allez pas me dire que c'est la culture traditionnelle. Hein? Okay. Donc, c'est sur quelle culture? La culture occidentale. C'est vraiment une désorganisation. Une culture hétéroclite sur laquelle on bâtit notre avenir. Ouais. Vous voyez donc la question du Congo, quoi qu'on dise du Congo, j'ai quand même beaucoup plus d'espoir dans le Congo aujourd'hui avec ses trous
dans la rue avec son désordre, plus que pour les pays occidentaux. Sincèrement, hein, moi j'appartiens aux deux cultures tranquillement, j'ai vu bien ma part européenne et la part africaine, mais quand je compare les deux, je dis il y a plus d'espoir pour le Congo. Parce qu'il y a tout ce qui doit renaître, tout ce qu'on doit inventer, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tandis que de l'autre côté, il n'y a plus rien, les jeunes s'ennuient et on sait comment ça finit souvent. Il faudra encore combien de temps pour décoller? Mais on ne sait pas, pour le Congo. Oui, pour le Mais Congo. vous ne Oui. trouvez pas que c'est décollé? Non, écoutez, ça dépend de quoi. Vous avez des Congolais, des Congolaises qui vous inventent des avions, qui inventent des voitures, qui sont dans l'informatique, qui sont dans tout ce qui est technique. On ne peut même pas imaginer qu'un Noir ou un Congolais ne pourrait pas être là parce qu'il est noir. Il ne pourra pas être là parce qu'il n'est pas doué dans ce domaine. Comme moi, je ne suis pas une scientifique. Je n'irai jamais à la planète Mars, mais ce n'est pas parce que je suis plus bête que celui qui y va. Vous comprenez? Oui. Donc alors, moi je trouve que ça a démarré depuis longtemps. Vous savez, je vais vous dire une chose. À l'époque de la Révolution française, Oui. vous ne pouviez pas quitter Paris, aller à Orléans sans vous avoir fait zigouiller ou rançonner. C'était des brigands sur la route. Une chose. Et puis, à Lyon, là où il y a eu le couronnement de l'empereur, c'était... voilà, peu importe, oui. Il y a eu donc, comme s'il y avait deux pouvoirs. Et puis il y a eu, c'était Napoléon en fait. Napoléon, oui, oui, oui. Il y a eu plein de sortes de sectes. Et puis, des ordres dans l'Église, il y avait un pape, deux papes. Il y avait plein de choses qui indiquaient que le désordre était absolu hein, à cette époque-là. Je suis désolée d'oublier mon histoire, mais je vous ai expliqué pourquoi. Oui. Alors, bon, on dit que c'était une période très trouble. Hein. Mais vous savez qu'il n'y avait aucune multinationale qui venait s'ingérer, ce n'était que des Français. Il n'y avait pas des brigands qui venaient de l'Est ou de pays asiatiques pour dominer le marché. Je voudrais dire tout simplement qu'il n'y avait pas tout à quoi le Congolais est confronté en plus de ses propres problèmes intérieurs. Oui. Hein? Oui. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé, tout le monde le sait, la guerre de 100 ans. 100 ans, oui. Oui, en réalité, c'était plus, mais comme on aime bien arrondir, disons que c'est la guerre de 100 ans. Ça signifie quoi? Que l'Angleterre et la France se sont battus pendant 100 ans. Et quand vous dites l'Angleterre et la France avaient la même, les gens avaient la même couleur de peau, oui. Le pays avait la même administration, le même système de spiritualité, et puis, mais ça a duré 100 ans. Mais nous, on a tous ces gens qui viennent perturber telle ONG étrangère, oui, oui. Tous ces gens qui sont là sur le Congo, ça doit marcher en 60 ans. Hein? Vous voyez, avec tous ces gens qui viennent perturber. Et les la Français, communauté internationale aussi. Oui, comme tout ça. Oui. Et puis, on veut que le Congo, lui, réussisse comme par miracle, en 60 ans, être attaqué de tous côtés. Parce que vous savez, notre pays est attaqué de tous côtés. Mais quand je dis attaqué, ce n'est pas la guerre. C'est des perturbations psychologiques et qui apparaissent parfois dans la vie, qui font que vous êtes en train d'arranger quelque chose là, oui. Quelqu'un vient perturber, vous recommencez tout à zéro. Et puis, la même chose, hein, tout ça, c'est le Congo. C'est pour cela que je trouve que le peuple congolais est
extraordinaire. Parce qu'un autre peuple, en vivant comme vivent les Congolais, n'aurait pas survécu. N'aurait pas survécu. C'est pour cela que je trouve que notre peuple porte un mauvais regard sur lui-même. Oui. Oui, et ce regard peut lui causer du tort parce qu'il ne voit pas le bon qu'il a. Oui, je trouve que si un jour le monde devait être mis au même rang comme ça, ce n'est pas les Congolais qui seront les derniers. Hein. Ok. Ouais. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage monumental et très riche qui, à mon avis, n'est pas suffisamment vulgarisé. C'est Sources et ressources, panorama des cultures fondamentales de la République démocratique du Congo. Quelles sont les motivations qui ont été à la base de ce travail gigantesque, monumental? Mais on peut peut-être retourner un peu en arrière, Oui, parce que j'ai eu un autre ouvrage avant celui-là, oui, c'était en 93, donc ça date, hein, qui a eu plus de succès que ce celui-ci. livre-là, Ah et ouais? qui était dans le même domaine. Et cet ouvrage, c'est La puissance du sacré, l'homme, la nature et l'art en Afrique noire. oui. Et je sais qu'il n'est pas connu au Congo, Non, pas mais du tout. il a eu plusieurs éditions et plusieurs traductions, et en allemand aussi, en Europe. Et il est toujours épuisé. C'est chez nous qu'on ne connaît pas mes travaux, parce qu'il est vrai que c'est un domaine scientifique, pour commencer. Oui, Et puis, pour prendre conscience de ce domaine et chercher ce qui se passe, hein, comme on cherche toujours dans tel domaine, il faut être intéressé par les cultures traditionnelles. Or, si nous pouvons revenir à l'ouvrage oui, dont vous venez de faire allusion là, en quelques mots, de quoi était-il question dans cet ouvrage-là? ah oui, je voulais montrer la démarche de l'homme religieux, c'est-à-dire de l'être humain religieux vers le sacré. C'est sur la spiritualité en fait. Mais je parlais surtout de son passage par les symboles. Parce que pour toucher le sacré, il devait chercher des médiateurs. Comme le sacré, c'est quelque chose que personne ne peut approcher, hein, et dont on ne connaît pas bien la nature et dont on voit les effets dans nos comportements. Hein, l'être humain cherchait à atteindre cette chose-là par l'intermédiaire des symboles. Enfin, moi, c'est pas de l'imagination, mais en étudiant Oui, le comportement religieux, j'ai vu que ce qui était à la base de tout, c'est le désarroi que tout être humain éprouve en vivant, en étant sur la terre. Il y a un moment où on est désemparé, oui, et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi il y a cette forme d'insatisfaction qu'on a en nous qui nous conduit à chercher à atteindre autre chose? Donc, je trouvais que c'était cette solitude originelle, oui. hein, qui est collée à l'être humain, et cette souffrance dont on ne peut pas définir la nature, Oui. qui nous pousse à chercher qui peut soulager ma souffrance. Et puis, c'est comme si l'être humain était lancé dans la vie. Hein. C'est là le résultat auquel j'étais arrivée. Nous sommes lancés dans la vie, Oui, sans que personne n'ait demandé notre avis. tout à fait. C'est un drame C'est terrible. révoltant. Un drame. C'est un drame. Hein. On vous met, alors débrouillez-vous, alors qu'on n'a pas demandé de naître en fait. Oui. Un jour, on est là et on commence à nous dire débrouille-toi. Tu n'as qu'à réussir ta vie. Et on te donne un nom
alors qu'on aurait choisi pour soi-même un autre nom. Donc, cette partie de notre personne ne nous appartient pas et nous sentons qu'il y a autre chose qui peut peut-être nous soulager de cet état d'insatisfaction et d'angoisse surtout, Oui, oui. hein, qui s'empare de nous. Alors, c'est comme ça que j'ai imaginé cette démarche de l'homme religieux, c'est dans le sens philosophique, hein, Oui. cette aspiration vers autre chose. Et j'ai compris que les symboles étaient l'intermédiaire, puisque c'est quelque chose de tangible, par lequel on peut passer. Mais il y a aussi, à partir de symboles, dans le sens horizontal, les relations qu'on peut tisser avec nos semblables pour chercher ensemble à atteindre ce sacré qui nous échappe, mais qui nous donne l'illusion que c'est ce sacré qui peut trouver la solution à nos angoisses. Alors, donc dans ce livre, je commence justement par la recherche des symboles, Oui. hein, qui peuvent faire le lien entre le sacré, c'est-à-dire la spiritualité en fait, et notre condition humaine. Alors, en passant par nos semblables, j'arrive au rite. Qu'est-ce qu'on fait pour glorifier Dieu, pour nous raccrocher aux ancêtres? Nous passons par les rites. Hein? Et il y en a des milliers en Afrique. C'est quelque chose de magnifique. Hein? Ça m'a fait découvrir qu'il n'y a aucune situation, quelle que soit sa gravité, qui n'ait un rite qui corrige ça. Ah bon? Oui. Chaque situation a son rite qui dédramatise la situation. C'est pour cela que nos ancêtres avaient mis partout, chaque situation, un rite. Pour manger, tu lances aux ancêtres pour les inviter à manger avec. Tu t'élèves, tu rends grâce à Dieu. Bon, tout pour justement célébrer ensemble notre état et faire ensemble cette recherche vers le sacré. Alors, à partir de là, j'ai compris que les objets qu'on a toujours et qu'on appelle toujours objets d'art traditionnels, Oui. ce n'est pas des objets d'art, c'est des objets transcendants. C'est-à-dire qui jouent le rôle d'intermédiaire entre nous et les entités supérieures, c'est-à-dire nos ancêtres ou l'entité que nous appelons l'être suprême. Alors, en inventant ces objets, Oui. ces objets deviennent le symbole qui nous permet d'accéder à ce sacré. Et voilà. Et quand j'arrive à nature, qui est dans le sous-titre, c'est maintenant comment, c'est pour vous dire, le génie africain, c'est extraordinaire. Comment ils sont arrivés à trouver dans la nature des éléments qui leur permettent d'inventer ces symboles. D'abord, ils prennent les éléments de la nature dans leur état naturel. Si vous allez, bon, les personnes de mon âge ont déjà vu en allant se promener, quand nous, enfants, on jouait dans le bois, Oui. on voyait dans un arbre un trou. Et il y avait du sang de poule ou des plumes. Ça signifie qu'on utilisait un élément de la nature comme autel de sacrifice. Et puis, petit à petit, il y a eu le déménagement d'un village à l'autre. On ne peut pas déménager un arbre. Petit à petit, ils ont conçu, ils ont imaginé de fabriquer des objets qui sont plus faciles à déménager, les statuettes. Oui. Les statuettes, parce qu'on peut voyager avec la statuette, mais pas avec l'arbre. Comme ça, on peut aller d'un village à l'autre. C'est toujours des symboles. Et puis, plus tard, ils ont
vu que les objets qu'ils ont fabriqués à partir de la nature, prise comme matière première, ils peuvent fabriquer eux-mêmes des objets à partir de cette matière première. Oui, c'est justement ça, surtout les statuettes façonnées, comme nous voyons, comme nous connaissons maintenant. Donc, j'ai montré qu'il y a une logique absolue, très claire, très juste. Et chaque fois qu'on passe d'une étape à l'autre, on sent que c'est juste. C'est comme ça que ça a dû se passer. Voilà. Ce livre-là, il est épuisé plusieurs fois, réédité. C'est vrai qu'au Congo, on ne le connaît pas. Oui. Vous avez parlé symbole. Et je rappelle que vous êtes chercheur en symbologie africaine. Souvent, de termes, des concepts comme symbole, ce sont des concepts très intellectuels et qui demandent une certaine gymnastique de l'esprit, une gymnastique intellectuelle pour le comprendre, ce qui n'est pas du tout à la portée du commun des mortels. C'est pourquoi ce genre d'enseignement n'a pas d'impact sur la population. Non, c'est parce que ce n'est pas ça. Oui. Commençons peut-être par dire dans nos langues comment on désigne ces choses-là. Il y a des mots, parce que des choses aussi importantes pour une culture ne peuvent pas ne pas avoir une désignation dans cette culture. Mais commençons par valoriser nos langues, puisque pour le moment, elles sont presque inexistantes, surtout dans les milieux de jeunes qui préfèrent parler français, anglais, autre chose. C'est ça. C'est à partir de nos langues qu'on va chercher comment on désigne ces choses-là. C'est le travail que je fais depuis toute ma vie. Donc, je regarde les mots qui désignent ces objets. Et en français, c'est facile puisqu'on va trouver un mot correspondant, mais qui n'est pas le mot habituel qu'on utilise comme art pour ces objets-là. Ça n'a aucun sens. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Clémentine Faïk Zouzi. C'est avec elle que nous nous sommes entretenus autour de la littérature, autour de la culture et de bien d'autres choses encore. Nous vous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye. Bye.